Bonjour. La tectonique des économies continentales. Quel titre! Et en fait, quelle réalité! Cette réalité, c'est le fait que les rêves que nous avons nourris pendant des années, sont en train de se dissiper. Le premier rêve, c'est le rêve informatique. L'idée que, grâce à l'informatique, la croissance allait partout se développer et s'étendre sans inflation. C'était la grande modération. Le deuxième rêve était le rêve climatique. C'était l'idée que, grâce à la COP21, tous les pays du monde allaient faire des efforts pour faire en sorte que le réchauffement de l'ensemble se réduise ou se modère. C'était la grande coopération. Le troisième rêve était le rêve diplomatique. Les États-Unis et la Chine feraient tous leurs efforts pour éviter de tomber dans le piège de Thucydide, c'est-à-dire que les États-Unis accepteraient de voir monter le PIB chinois jusqu'à ce que le PIB chinois atteigne le leur, puis le dépasse sans guerre. C'était la grande préoccupation de l'époque. Mais ce n'est pas tout encore, parce qu'il y avait le rêve ou le deal de Trump. Trump voulait négocier avec les États-Unis, avec la Chine, pour faire en sorte que la Chine achète plus de biens et de services aux États-Unis, de telle sorte que le déficit commercial américain par rapport aux Chinois se réduise et que la croissance des deux pays se développe avec moins de tensions, moins d'encontres. Dernier élément, il y avait également à Wuhan des tensions, des problèmes sur un virus qui allait se développer. Et on pensait à l'époque que ce virus resterait à Wuhan, ou en tout cas en Chine. Personne ne pensait qu'il allait se développer et devenir une pandémie. On voit bien ce qu'il en est, et c'était notre grande illusion. Tout ceci fabrique un monde nouveau, un monde différent. Le mélange, la combinaison entre l'informatique et le Covid-19 fait arrêter les chaînes de production mondiales, ce qui faisait la croissance passée, et montre nos fragilités, nos difficultés. Et pour s'en sortir, pour faire repartir les machines, il faut embaucher davantage et augmenter les salaires. Deuxième tension, deuxième difficulté majeure, c'est celle qui arrive en Ukraine, avec la guerre de la Russie qui attaque l'Ukraine et qui se rajoute au problème que nous avions sur le coût des matières premières énergétiques. Tout ceci fabrique un prix du gaz et un prix du pétrole qui ne cesse de monter. Troisième élément, le Covid-19 atteint la Chine, on le voit, et la Chine se développe et ce sont d'affaires la première et assez bien. Ensuite, le Covid atteint les États-Unis qui se sortent d'affaires avec des difficultés plus lentement. Et on voit aujourd'hui que le Covid est arrivé en Europe, où pour sortir d'affaires, l'Europe a encore plus de difficultés que les autres. Donc on a, par rapport à une même pandémie, des situations et des écarts considérables. Mais ça n'est pas encore fini. Trump pense à 2024. Il pense à une réélection dans des États moins unis que jamais. Et ça n'est pas fini, parce qu'il y a effectivement, en plus, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, une guerre qui s'installe et peut-être se répand. Et enfin, dans ce monde plus tendu, plus compliqué, il y a des séquelles, il y a des tensions, des difficultés, et tout ceci fait que pour faire repartir, il faut augmenter les salaires, faire revenir des salariés, convaincre, et tout ceci implique aussi un dollar qui monte. Bref, quand on analyse, on se dit, tiens, il y a plus d'inflation parce que les salaires ont augmenté, parce que le prix du gaz a augmenté, et en même temps, on va avoir un problème de croissance, compte tenu des interrogations et des inquiétudes qui apparaissent. Autrement dit, on a la combinaison d'une stagflation. D'autant plus que, quand les prix augmentent, les banques centrales n'ont que le choix, augmenter les taux. Mais si elles augmentent les taux, à ce moment-là, elles menacent encore la croissance. Donc la seule inflation, c'est le mélange étrange, difficile, instable que nous vivons. Mais si l'inflation continue de venir, à ce moment-là, les banques centrales vont devoir continuer à augmenter leurs taux. Et à ce moment-là, c'est la croissance qui va faiblir jusqu'à baisser. Et arrive à ce moment-là à ce qu'on appelle la slumflation. C'est ce qui se passe peut-être aux États-Unis. C'est ce qui arrivera bientôt en Angleterre. C'est peut-être ce qui est en train d'être une menace en Europe et peut-être même en France. Voici bien ce qui se passe aujourd'hui
et qui sont des menaces à court terme. Mais ça n'est pas fini, parce qu'il a des conséquences à long terme. Les conséquences à long terme sont, au fond, quelle croissance allons-nous avoir? Quel taux d'intérêt allons-nous avoir? Où va aller le dollar? Et donc, où va baisser l'euro? À côté de ça, on a des interrogations majeures sur le continent africain. Non seulement le Maghreb, mais l'Afrique subsaharienne. Qui va les aider? Comment va les aider? Combien ceci va-t-il coûter? Ceci est indispensable, mais ceci est évidemment extrêmement complexe. À côté de ça, en Asie, il y a les tensions, les difficultés entre la Chine et l'Inde. Comment ces deux pays, comment ces deux puissances vont-elles négocier leur croissance, leur cohabitation? Enfin, ces pays émergents qui sont au milieu de tous ces troubles, de toutes ces difficultés, vont voir le prix, les taux d'intérêt monter, le dollar monter, et la famine menacée en même temps que les faillites. Et ceci n'est encore pas fini pour décrire le monde dans lequel nous sommes. Nous avons évidemment, en plus, des tensions guerrières, des menaces, des chantages, voire des tensions nucléaires. Et le tout dans un contexte où les empires essaient de revenir. La Chine essaie de consolider son empire. La Russie rêve de refaire l'empire du RSS. Elle commence peu à peu avec les tensions que l'on voit. La Perse, à savoir l'Iran, essaie de voir ce qu'elle peut faire en s'étendant chez ses voisins. Quant à la Turquie, à savoir l'Empire ottoman, il rêve aussi de s'étendre en mer et chez les voisins aussi. Bref, tous les vieux empires essaient de s'étendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent l'Europe. L'Europe, c'est ce qui bloque les empires, mais ce qui est en même temps, ce qui la fragilise, bien sûr. Et l'Europe, aujourd'hui, faiblit, se fragilise. On le voit, par exemple, avec ce qui se passe en Italie, mais peut-être aussi en France. Pour sortir de l'affaire, il n'y a pas plusieurs solutions. La première et majeure solution, c'est de renforcer le lien entre la France et l'Allemagne, à savoir la partie native de l'Europe. Mais ceci ne suffira pas, même si c'est indispensable. Il faut que l'Europe se veuille une puissance dans ce monde plus difficile. L'Europe puissance, c'est l'obligation d'aujourd'hui. Merci.